Est-ce qu'un médecin généraliste est devenu un simple trieur de patients? Oui et non, ça dépend. Alors, il y a des médecins comme Docteur Donati, je peux t'assurer que c'est pas des trieurs de patients et il y a certains praticiens malheureusement avec qui je suis passé en stage et c'est complètement ça et moi avant qu'on en parle, je te l'ai jamais dit, hein, j'ai ma petite idée sur ce type de pratique et ça m'a un peu dégoûté de la médecine et moi j'appelle ça des secrétaires médicaux. Parce OK. que, arriver et dire, «Bon, ben vous avez un problème cardiologique, je vous fais un courrier cardiologue. Vous avez un problème digestif, je vous fais un courrier au chirurgien digestif». Ça, c'est pas de la médecine. Ça relève du Ouais. secrétariat médical, n'importe qui peut le faire. Est-ce qu'un généraliste peut vraiment tout faire? Non. OK. Est-ce qu'un généraliste moderne est moins compétent qu'avant? Alors non, je pense pas. En tout cas, on a moins d'excuses parce qu'on a un accès à l'information et à la formation qui est vachement, simplifié. Maintenant, on peut regarder des vidéos, d'échographie sur YouTube, et se former à l'échographie du foie, beaucoup plus facilement qu'avant. Est-ce que la médecine générale est devenue trop dépendante des spécialistes? Dans les grandes villes, certainement. À la campagne, c'est un peu différent. Est-ce que la technologie va remplacer certaines compétences de généralistes ou les renforcer? Les 2, il y aura, les médecins qui vont un peu subir, la révolution, un peu comme dans tous les autres secteurs, hein, qui vont subir la révolution de l'intelligence artificielle et qui vont se faire remplacer. Donc typiquement ceux qui font des renouvellements d'ordonnances avec les IA qui sont plus performantes que nous maintenant pour analyser les traitements et la iatrogénie et les autres médecins qui font des actes techniques qui eux sont irremplaçables et qui vont bénéficier de l'IA et de l'innovation pour, renforcer leur pratique et pouvoir traiter un plus grand volume de patients. Est-ce qu'il faut toujours choisir la médecine générale? Oui. Le médecin généraliste doit-il simplement orienter ses patients vers les spécialistes ou peut-il redevenir un véritable omnipraticien capable de réaliser de nombreux actes techniques en cabinet? Aujourd'hui, on va parler d'une question simple mais fondamentale pour notre métier. Jusqu'où peut aller la polyvalence du médecin généraliste? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Hichem Oufrid. Il est interne en médecine générale. Il s'est très tôt passionné pour cette dimension polyvalente du métier et il a appris à réaliser lui-même de très nombreux actes techniques qu'il documente sur ses réseaux. Gestes esthétiques, dermatologiques, petite chirurgie et même échographie. Avec lui, on va discuter d'une question centrale. Est-ce qu'un médecin généraliste peut vraiment tout faire? Salut Hichem. Salut Mathieu, merci beaucoup pour l'invitation. Comme je te disais, juste avant, c'est un honneur, d'être sur ce format que je suis depuis un moment. C'est super sympa de ta part et c'est moi qui suis très content de te recevoir parce que j'ai plein de questions à te poser. Je te suis sur les réseaux, notamment sur ton compte TikTok, parce que tu documentes ta passion pour notre spécialité, avec notamment, tous les gestes techniques que tu réalises et moi je trouve ça absolument passionnant et je crois que cette passion, ça t'est venu d'un stage chez un médecin généraliste, en l'occurrence le docteur Donati dont tu m'as parlé. Est-ce que tu peux me parler de ça? Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce stage, dans cette pratique et comment ça t'a influencé dans ta carrière de généraliste? Alors, effectivement, le stage chez le docteur Donati, qui est médecin généraliste et médecin du sport, en région toulousaine, ça a été un tournant et ça a été pour moi une révélation, parce qu'en fait, j'ai toujours voulu faire de la médecine générale depuis que je suis tout petit et puis, pendant mes études, on m'en a un peu dissuadé parce que, la spécialité peut avoir parfois mauvaise réputation. On On qualifie les généralistes de renouveleurs de Doliprane, enfin de prescripteurs de Doliprane et de renouveleurs d'ordonnances. Donc ça m'a un peu Dur. refroidi et donc du coup je savais que ce stage chez le praticien qui est obligatoire, il allait être décisif pour moi et donc du coup, moi j'adore les gestes, j'adore la technique. J'ai recherché un généraliste, sur Doctolib qui faisait des gestes, qui faisait de l'échographie, qui faisait, des biopsies en dermatologie, qui faisait plein de choses et donc du coup, je suis tombé sur ce médecin. Je me suis assuré qu'il était maître de stage, c'est le cas et je lui ai demandé, si je pouvais venir me former chez lui et donc je suis allé en stage chez lui et ça été un énorme coup de cœur. Ça a vraiment confirmé ma vocation. À partir de ce stage-là, j'avais la certitude que c'était ça que je voulais faire, de la médecine générale, mais de la médecine générale comme docteur Donatier Trop et bien. donc C'était quand ton stage chez lui? c'était en 4e année de médecine. Et là, tu es en quelle année? Là, je suis en première année d'internat, en premier semestre. OK, excellent, c'est fascinant. C'est marrant, j'ai la même expérience que toi. Moi, j'ai fait un stage chez un généraliste au cabinet et c'est lui qui m'a donné la passion de ce métier alors que, effectivement, moi aussi, on m'avait pas déconseillé, mais la médecine générale a pas forcément la meilleure des réputations, quoi. Non, effectivement. Puis en fait, la particularité de la médecine générale, c'est qu'il y a autant de pratiques que de praticiens et donc du coup, on peut se retrouver, chez un généraliste qui fait que du renouvellement d'ordonnances ou des courriers pour les spécialistes et donc du coup, on peut avoir, cette vision-là de la médecine et être facilement dégoûté de la médecine. Bon nous, visiblement, ça a été le contraire. Exactement et quand tu dis qu'un généraliste peut tout faire, concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il peut vraiment tout faire, tout coter? Alors,
d'après le code de santé publique, un médecin est habilité à faire tout geste pour lequel il est formé. Bien sûr, il y a des limites. Tu te doutes bien, c'est compliqué d'aller faire des gestes qui sont sous anesthésie générale et qui nécessitent un plateau technique. Du coup, je dirais que les limites des gestes qu'on peut faire en tant que généraliste, ça va être tout ce qui ne nécessite pas de plateau technique lourd, donc tout ce qui peut être fait en ambulatoire et tout ce qui que l'on peut justifier par une formation accessible pour un généraliste. Exactement, et justifier je crois qu'il faut justifier une formation et s'assurer pour ça. Il faut demander à son assureur, RCP de s'assurer pour les gestes qu'on a envie de faire, mais tu l'as très bien rappelé, en théorie, on peut tout faire, et j'avais même cru comprendre que, on pouvait faire des charges relativement lourdes. Toi, par exemple, tu fais, même j'ai remarqué des gestes de petite chirurgie. Ouais, complètement. Moi, je fais des chirurgies ambulatoires. En fait, je suis en stage dans les Pyrénées-Orientales. Donc, c'est une région où il y a énormément d'expositions au soleil avec des personnes qui sont un phototype assez clair. Et donc, du coup, il y a une demande en dermatologie qui est énorme, avec très peu de dermatologues qui font des actes. On en reparlera tout à l'heure, mais moi, j'ai une pensée, c'est que, une idée, c'est que, on manque pas de spécialistes, on manque juste de médecins généralistes polyvalents et de médecins généralistes formés aux actes. Et donc du coup, j'ai appris avec le docteur, Donati à faire ce type d'actes, donc les biopsies dermatologiques, le dépistage, des lésions, cancéreuses en dermatologie et donc du coup, je mets ça en pratique en stage et donc effectivement, je fais des biopsies. Quand on fait des biopsies, souvent, il faut des marges et donc du coup, heu, l'idée, c'est quand même c'est quand même de pouvoir, refermer la peau avec le minimum de tension et pour ça, on est obligé d'utiliser des techniques de plastie et donc c'est des techniques de plastie que j'ai appris en stage de dermatologie à l'hôpital à Toulouse et donc du coup, effectivement, je mets en pratique, ces connaissances-là et je suis à même de faire ces actes, au cabinet, en ambulatoire et ça rend un grand service, aux gens parce que, bah, en fait, ils ont pas de dermatologue tout simplement, hein. C'est même pas qu'ils doivent Impressionnant. attendre 1 an pour avoir un dermatologue, c'est juste que même ils ont pas du tout de dermatologue. Ils sont obligés de faire, la Waouh! route. J'ai vu que tu étais passionné de dermato, tu en parles beaucoup, tu montes tes bouquins, et ça devient d'où la passion de la dermato? En partie par le docteur Donati et il y a aussi OK. un autre homme qui m'a inspiré. C'est, un professeur, je sais pas si je peux dire son nom, qui est à la retraite, un ancien Ouais, bien sûr. dermatologue, toulousain, heu, professeur de Bagui, OK. qui vient, qui est à la retraite, mais qui au à l'époque où j'étais en stage en dermatologie, moi, à l'hôpital, il venait pour former les chefs de clinique assistants, à la chirurgie dermatologique et donc du coup, je me suis formé un peu avec lui. Il a écrit un livre, donc j'ai acheté son bouquin, je l'ai lu et j'ai appris pas mal de choses avec lui, donc c'était ça tous les mardis matins, on faisait ça et donc du coup, ça a renforcé ma passion pour la dermatologie. C'est vrai, je monte beaucoup de dermatologie en ce moment parce que c'est ce que je fais en ce moment. Comme je t'ai dit, je suis dans les Pyrénées-Orientales, il y a énormément de demandes, du coup, bah, j'y réponds, mais je suis tout autant passionné par d'autres champs de la médecine. Moi, j'ai cette, je pense que la médecine enfin, je trouve que c'est une erreur de cloisonner la médecine en spécialités. Moi, j'aime la médecine en général et donc du coup, en ce moment, c'est la dermato, mais j'adore la psychiatrie, j'adore la rhumato, j'aime tous les champs de la médecine, et il y en a pas un que je préfère plus que d'autres. Excellent, c'est un plaisir de parler avec toi. J'ai l'impression que tu es animé comme moi d'une passion, de connaissances. Ça fait super plaisir. On a l'impression que tu as kiffé tes études aussi, ce qui est, relativement rare dans notre métier, et franchement, c'est un plaisir, Hichem. Du coup, qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu fais, des actes de chirurgie, de dermato, qu'est-ce que tu pratiques d'autre comme acte? Je fais pas mal d'infiltration, aussi parce qu'on a beaucoup de demandes, bah, pour, des pathologies ostéo-articulaires et donc du coup, je fais des infiltrations, que ça soit, corticoïdes ou acide hyaluronique, qui sont un peu conventionnelles, mais aussi Ouais. PRP, plasma riche en Mmh. plaquettes, que j'ai Ouais. appris en médecine du sport, bah, avec le docteur Donati, qui a des indications en esthétique et en rhumatologie, heu et en rhumatologie et donc Ouais. je fais ces actes aussi et je me forme à tous les actes, qu'il est possible de faire, donc c'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup de dermatologie, bah, voilà, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de demandes et aussi, il y a il y a une multitude de gestes qui sont relativement simples, et accessibles en ambulatoire avec juste une anesthésie locale et donc c'est assez simple et là, j'ai vocation à me former en écochirurgie, Mmh. pour, prendre en charge donc je pense qu'avec l'innovation, on va avoir de plus en plus accès à, des gestes, des opérations, des interventions et on va avoir des solutions thérapeutiques, qui nécessitaient jusque-là un gros plateau technique. Je donne un exemple concret. Il y a quelques années, le canal carpien, ça s'opérait uniquement, sous anesthésie générale,
où on faisait une incision classiquement. Et là, maintenant, de plus en plus, on fait des chirurgies mini-invasives sous échographie, où on fait une incision à l'aiguille, on passe un crochet. Et donc, du coup, on n'a plus besoin d'anesthésie générale, on n'a plus besoin d'un gros plateau technique. On a juste besoin d'un plateau ambulatoire. Et ça se fait simplement. Les suites de l'opération sont très simples. Et donc, du coup, j'aimerais bien me former à ce genre de gestes, à tous les gestes en rhumatologie. J'ai cité le canal carpien, il y a aussi le lacertus fibrosus, la compression du nerf ulnaire dans le canal de Guyon, le névrome de Morton. Voilà, plein de pathologies qui peuvent être prises en charge en ambulatoire et dont les thérapeutiques sont permises par l'innovation et notamment par l'échographie. Parce qu'on a des échographies Exactement. de plus en plus performantes avec des résolutions de mieux en mieux et donc ça ouvre les champs des thérapeutiques, du diagnostic mais aussi des thérapeutiques. Et j'ai vu que tu avais aussi un petit échographe portable et que tu pratiquais Ouais, aussi des échos. ouais, tout à fait. Alors Donc tu as appris je passe le ouais, j'ai beaucoup appris l'échographie avec le docteur Donati. Donc vraiment, je reste avec lui jusqu'à parfois 22h, 23h. C'est passionnant, il m'a énormément transmis, et j'en suis très reconnaissant d'ailleurs, il m'a transmis tout ce que je sais, quasiment tout ce que je sais aujourd'hui. Et je fais le DU, le diplôme, interuniversitaire d'échographie clinique, en médecine polyvalente, également. Et donc du coup, j'ai cette formation à côté et ça me permet de mettre en pratique, en même temps, de valider la formation. magnifique Hichem. C'est quoi selon toi les actes indispensables, ceux qui te semblent importants à apprendre pour tous nos confrères, qu'on devrait maîtriser en cabinet ces prochaines années? Alors déjà, il y a tout ce qui relève de l'urgence parce que, je pense que c'est quand même assez fréquent d'avoir un arrêt cardiaque dans son cabinet. Et donc les prises en charge des urgences vitales, pour moi, c'est indispensable. Alors, je pense aux gestes comme l'intubation, même si c'est discutable, dans la prise en charge à la phase initiale. On C'est pas le plus urgent. Enfin, le plus urgent, c'est le massage cardiaque. Et ensuite, initier les drogues, ça, je pense que tout le monde devrait savoir le faire. Poser une voie veineuse périphérique, initier les drogues, donc tout ce qui relève de l'urgence, ça, c'est indispensable. Et ensuite, la chance qu'on a en médecine générale, c'est de pouvoir orienter, sa pratique. On peut tout faire, mais on n'est pas obligé de tout faire et selon moi, on ne doit pas tout faire. Mais par contre, ça peut être intéressant de se former, aux gestes pour lesquels il y a une demande avec une pénurie de spécialistes et, enfin pour lequel il y a une demande dans le territoire dans lequel on est et pour lequel on a de l'attrait parce que c'est quand même mieux d'apprendre des choses qu'on aime bien. J'ai un exemple, c'est par exemple dans le cadre d'un DU, j'ai rencontré un médecin qui fait pareil énormément de choses. C'est dans la même ligne directrice que le docteur Donati, c'est vraiment des médecins à l'ancienne qui font un peu tout. Il m'a expliqué, il donnait un cours sur la phlébectomie ambulatoire et il m'a expliqué que ça effectivement je pouvais le faire au cabinet de médecine générale. Oh, Et donc ça, c'est super, c'est passionnant. Je t'explique comment ça se passe rapidement. Donc, vas-y. on choisit la veine qui est pathologique, qu'on décide de retirer. On la repère à l'échographie. On met des aiguilles tout le long pour repérer son trajet. On brûle la partie proximale de la veine. Et ensuite, on retire les aiguilles et on met un crochet dans les petits trous qu'on a fait au niveau des aiguilles pour retirer la veine et on coupe portion par portion au ciseau. Et du coup, on retire la veine complètement, la veine qui est malade. Et ça se fait en ambulatoire avec une anesthésie loco-régionale la plupart du temps. Et les suites sont très simples. Ensuite, on fait un bandage et on laisse rentrer le patient. Ça prend une petite heure. Donc, c'est des choses qu'on peut faire en cabinet. Et lui, il me l'a affirmé. Il est généraliste aussi. Il m'a affirmé qu'on pouvait faire ce genre de choses. Incroyable, c'est fascinant, dis donc. Et moi, je réalise beaucoup de gestes sous échographie, des gestes plutôt ostéo-articulaires et j'ai remarqué que tu as quand même, une courbe d'apprentissage. Pour être bon, il faut en faire et en faire et en refaire, il faut en pratiquer des centaines et des centaines. Donc il faut se lancer, hein, mieux vaut fait que parfait, il faut se lancer, il faut en faire et cetera. Et sauf que si tu veux être très bon dans un domaine, ce qui est quand même cool, tu vas être obligé de faire beaucoup de fois le même geste et donc d'avoir un recrutement très restreint et donc du coup, est-ce qu'on risque pas d'oublier ce qu'on faisait avant, d'oublier notre polyvalence? Est-ce qu'on peut être bon vraiment, véritablement partout et être spécialiste de chaque petit geste et cetera? C'est quoi ta philosophie de là-dessus? Alors, je vais répondre à ta question. Hem, je sais pas si on peut être bon partout. Moi, c'est pas ce à quoi j'ai vocation. En tout cas, je vais faire le maximum. Les médecins qui m'ont formé, par exemple, le docteur Donati, j'ai l'impression qu'il est bon partout. À quel prix? Voilà, il est en permanence en train de se former, il approche l'âge de la retraite et il continue de rentrer chez lui et bûcher le soir sur les cours d'échographie. Il m'a demandé mes cours d'échographie pour voir, s'il était à jour. Donc c'est des personnes qui travaillent énormément, mais parce qu'elles sont passionnées, donc c'est pas une charge en fait, c'est un plaisir. Et donc il y a des gens comme ça qui sont bons partout. Et sinon, je vais te poser une autre question. Est-ce qu'il y a besoin d'être bon partout? Est-ce qu'il y a besoin d'être excellent, partout? Je pense qu'on n'a pas besoin d'être le meilleur dans tous les domaines. Il suffit d'avoir un peu de connaissances
on n'a pas besoin d'arriver au niveau des spécialistes qui font que ça, mais il suffit d'avoir un peu de connaissances pour être en mesure de traiter 95% des situations. Et c'est ça pour moi la médecine de premier recours. Et ensuite, les 5% de situations pour lesquelles on n'est pas capable d'apporter une prise en charge satisfaisante, qui vont relever donc de la spécialité, il faut savoir déléguer aussi et connaître ses limites. Donc non, on n'est pas obligé d'être bon partout. Par contre, il faut connaître ses limites. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai remarqué que plus tu fouillais un sujet, plus tu devenais bon là-dedans, mais ça enrichissait aussi ton scope, macroscopique de la médecine et tu t'apprenais aussi des choses. Plus tu fouilles un sujet de façon très pointue, plus tu as une vision globale de ton métier et effectivement, ça te permet d'avoir, une meilleure gamme diagnostique et puis surtout de savoir reconnaître plus de situations et puis de mieux les adresser également. Parce que quand tu te formes, tu arrives à déceler des choses un peu rares et tu connais, comme tu dis, tes limites et tu peux les adresser à quelqu'un de plus fort que toi parce qu'on a une spécialité où il y a toujours quelqu'un de plus fort que nous, en fait, dans n'importe quel petit domaine. Mmh. Ah ouais, complètement, je suis complètement d'accord. C'est fascinant, Hichem. Tu fais des échographies tous les jours quand tu es en stage? Oui, ouais, quasiment. Tu fais quoi comme, comme type d'écho? À peu près tout, donc du digestif, abdominopelvien, du cardiaque, mais c'est la vocation, c'est de répondre à une question précise. Donc c'est de l'échographie clinique, c'est pas vraiment, une échographie descriptive de cardiologue pour l'échographie cardiaque. Je fais de l'échographie ostéo-articulaire, pas mal. Je fais de l'échographie, enfin, ostéo-articulaire et musculo-squelettique, avec, pas mal de traumato. Quoi donc? Je fais de l'échographie gynéco, un petit peu, pas du tout d'obstétrique, parce que je suis pas formé à ça. Et enfin, ça fait pas partie de ma formation, mais voilà, je touche un peu à tout. Je fais l'échographie vasculaire également, ouais, pas mal, ça m'arrive, et voilà. Waouh, tu as une gamme, Assez impressionnante, large, ouais. impressionnante. Je te Et remercie beaucoup. Ouais, l'idée, c'est pas de faire une échographie, morphologique descriptive où je vais aller m'amuser à faire du suivi de nodules thyroïdiens. C'est vraiment de répondre à une question clinique. Par exemple, j'ai un patient qui est dyspnéique, j'ai une auscultation, qui est un peu bâtarde, donc c'est-à-dire avec des crépitants, mais j'ai du mal à faire la part des choses entre une cause cardiaque et une cause infectieuse. Surtout si c'est une personne âgée qui a de la fièvre, enfin qui n'a pas de fièvre, et bien du coup, dans ce cas, je vais utiliser l'échographie pour faire une estimation de la FEVG du cœur, par exemple, pour répondre à ma question: «Est-ce que, la dyspnée, elle est d'origine cardiaque ou infectieuse?» Donc c'est vraiment pour répondre à une question précise à chaque fois. Ou par exemple, j'ai une douleur abdominale, je suspecte une colique néphrétique ou une colique hépatique, et ben je vais me servir de l'échographe pour m'orienter et répondre à cette question-là. ouais, tout à fait. Est-ce que tu cotes ces examens? Non, la plupart du temps, parce que mes maîtres de stage, enfin non, en fait non, parce que mes maîtres de stage sont pas, formés à l'échographie, OK. actuelle. Par contre, quand je les faisais avec le docteur Donati, chez qui je vais me former toujours, parfois le samedi, il ouvre des créneaux de consultation pour que je puisse venir, apprendre avec lui. Là, on les cote parce que, si moi je la fais mal, et ben, il est capable de prendre la main et de proposer un examen convenable. Donc avec le docteur Donati, oui, avec mes maîtres de stage qui sont pas formés, non. Excellent. OK et tu, soulignes quelque chose de hyper important qui est, le sel de notre métier, c'est l'artisanat. C'est-à-dire qu'on est des artisans et on peut apprendre que lorsque quelqu'un nous montre. Alors maintenant, certes, il y a des formations en ligne, il y a des formats digitaux et cetera, mais ça reste un artisanat. Il faut que quelqu'un te montre et ça souligne l'importance de d'oser avoir le courage, comme tu fais, de taper aux portes, de tirer par la blouse et de demander aux gens: «OK, est-ce que tu peux me montrer comment tu fais?» Et en fait, dans notre métier, il y a cette tradition-là de partage et d'artisanat, donc il faut absolument pas hésiter à demander aux confrères, aux consoeurs plus expérimentés de passer une tête dans leur cabinet et qu'ils nous montrent en pratique comment faire, parce que c'est comme ça qu'on gagne de la confiance aussi. Hichem, pourquoi, selon toi, beaucoup de médecins ont renoncé à la polyvalence dont on a parlé? Pourquoi beaucoup de médecins, hem, restent enfermés dans une seule routinière activité? Et est-ce que la formation actuelle en médecine générale nous pousse vraiment à développer une forme de polyvalence ou pas d'ailleurs? Alors de mon humble expérience avec les praticiens avec qui j'ai pu passer en stage, ce que j'ai remarqué, c'est que la médecine générale, c'est un métier qui est très prenant, sur tous les plans, et la frontière entre le personnel et le professionnel, elle est souvent floue. Et donc c'est difficile dans ce contexte, c'est facile au contraire de se faire happer, de se faire prendre et de tomber dans une routine où, on est là pour dépanner les gens, on est en permanence au service des gens, et donc d'oublier de mettre de côté la formation, parce qu'on n'a pas le temps ou pas l'énergie. Quand on fait des grosses journées, qu'on prend des urgences dans la journée, que le soir on rentre chez nous, on reçoit des coups de fil pour des bilans biologiques, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, qu'on travaille dans des conditions qui sont,
pas toujours optimale, eh bien c'est pas simple de prendre le temps de se former parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on doit faire à notre propre initiative. Personne va venir nous prendre par la main et nous dire il faut que tu te formes à l'échographie, il faut que tu te formes dans tel domaine. C'est vraiment quelque chose qui doit venir de nous-mêmes et qui demande de l'initiative et qu'on prend pas toujours pour plein de raisons et c'est compréhensible, je pense. Ouais, c'est clair et c'est vrai que quand tu es généraliste et que tu t'installes, par exemple, tu peux facilement te faire, submerger par une patientèle qui arrive. Avec la démographie, il y a beaucoup de patients âgés, polypathologiques qui arrivent et donc tu peux te faire vraiment déborder et j'ai beaucoup d'exemples dans mon entourage à qui ça arrive. Donc tu nous conseilles en fait d'anticiper ça et puis de mettre des freins dès le début pour dire: «OK, je vais m'accorder un temps déjà pour me former et puis peut-être pour anticiper des vacations où je ne ferai que tel type d'acte, ouvrir des consultations dédiées». C'est ça que tu veux me dire? Complètement, ouais. Une des pistes, moi, comment je le vois, déjà d'anticiper la formation, c'est quelque chose que j'ai commencé dès la fin de l'externat. Donc en fait, c'est quelque chose qui se construit avec le projet professionnel et Mmh. même, je dirais même le projet de vie. Parce que le projet professionnel dans notre profession, il s'imbrique et s'intègre dans le projet de vie et donc du coup, moi, j'ai commencé, très tôt, c'est parce que je le vois venir et donc du coup, j'ai commencé les formations, très tôt. Il y a pas que les DU, hein, il y a d'autres moyens de se former. Il y a le fait, comme on l'a évoqué dans l'épisode précédent, d'aller chez des praticiens et de leur demander de nous apprendre. Il y a, de la formation professionnelle continue, il y a les congrès qui sont très intéressants pour rencontrer des gens. Mmh. Donc du coup, une des solutions, ce serait de l'anticiper effectivement et ensuite de comprendre qu'il y a un intérêt et un bénéfice. Je trouve que c'est beaucoup plus facile, d'y aller quand on comprend l'intérêt et le bénéfice, bah, déjà pour le patient, pour nous-mêmes parce que c'est beaucoup plus gratifiant de faire, d'augmenter son arsenal thérapeutique et diagnostique et aussi, il y a une question un peu financière où, forcément un médecin qui fait des actes, qui code des actes, il va gagner plus qu'un médecin qui fait que des consultations à 30 €. Donc il y a tous ces éléments à prendre en compte et je pense que quand on le fait, il y a pas de doute à avoir ou d'hésitation, sur le fait de se former pour faire des gestes, supplémentaires. Très bien. C'est quoi les actes les plus rémunérateurs? Alors, les actes les plus rémunérateurs, grossièrement en termes de chiffres, il va y avoir tout ce qui va être, apnée du sommeil, enfin le Mmh. dépistage, la polysomnographie, ça je crois que c'est on est autour de 150 €. D'accord. Hem, donc ça peut être, c'est intéressant en valeur absolue. Après en valeur, relative, il y a des actes qui rémunèrent moins, mais qui sont rentables parce qu'ils prennent peu de temps et parce qu'ils sont très fréquents, ils sont très demandés. La dermatoscopie par exemple, je trouve que c'est très rentable parce que c'est 55 € et ça va relativement, vite. Donc je crois qu'il y a un délai un créneau à respecter, il faut que ça prenne, 15 minutes ou 30 minutes, mais en fait, OK. comme on en fait assez fréquemment, ça augmente le chiffre d'affaires. Il y a aussi d'autres, des actes en fait pour lesquels on va se former et qui vont, permettre un recrutement de patients différents. Par exemple, si on est formé à la traumatologie, aux points de suture, faire des points de suture, des plâtres et qu'on a, un plateau technique qui permet qu'on investit dans une radio par exemple, et ben le fait d'avoir une radio et de faire du sans rendez-vous, ça va permettre de recruter plein de patients avec de la traumatologie et là on va pouvoir coter on a des majorations d'urgence, en plus de la cotation de la consultation et des actes spécifiques. Donc par exemple, un point de suture ou bien, une contention immobilisation et donc avec des actes comme ça, en cumulant, en s'étant formé, on peut très vite arriver à du 150 €, du 200 € pour, une une consultation ou des actes qui prennent une vingtaine de minutes. Très Donc il y a des bien. stratégies, Avant de reprendre l'épisode, j'aimerais vous poser une question. Quand vous pensez au remplacement, est-ce que vous y voyez, vous aussi, autre chose qu'une simple organisation à gérer? Est-ce que vous y voyez une opportunité de voyager, d'exercer autrement, à votre rythme? Parce que pour beaucoup de jeunes médecins, le remplacement, ce n'est pas qu'une étape technique. Ça peut aussi être une période d'exploration et de liberté. Un cabinet à la mer cet été, un village à la montagne, ou une région qu'on a envie de découvrir depuis longtemps. Et le problème, c'est que ces opportunités-là sont souvent mal visibles, dispersées ou réservées à ceux qui ont déjà le bon réseau. Et c'est exactement pour ça que Rempla Job existe. C'est le partenaire du podcast et surtout une plateforme créée par des médecins qui met en relation des soignants partout en France depuis plus de 10 ans. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Rempla Job ne se limite pas aux annonces classiques. On y trouve des remplacements très variés dans des contextes très différents et surtout une vraie lisibilité sur les conditions, activités, rétrocession, cadre de vie. Et derrière la plateforme, il y a Mathilde et Philippine, deux sœurs qui connaissent parfaitement le terrain et qui savent qu'un bon remplacement, c'est pas juste une date sur un calendrier. Alors que vous soyez remplaçant en quête d'expériences nouvelles ou installé qui veut proposer un cadre attractif et humain, Rempla Job permet de se rencontrer autrement sans perdre du temps.
Si vous avez envie d'exercer différemment, même temporairement, inscrivez-vous gratuitement sur le site, créez votre profil, explorez les annonces, paramétrez vos alertes. Le lien est dans les notes de cet épisode. Je vois, OK. Et tu soulignes un truc super intéressant, je trouve, c'est que, on est quand même un métier où certes, il y a beaucoup de choses qui tournent pas rond, il y a beaucoup de nos confrères, nos consoeurs qui sont pas en bonne santé. On se plaint beaucoup, mais tu soulignes quand même un truc passionnant, c'est qu'on a encore le luxe de faire ce qu'on veut et ce qui nous passionne. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire, si tu es intéressé par la traumato, tu peux faire que de la traumato si tu as envie. Si tu as envie de faire de la gynéco, tu peux faire de la gynéco. Tu peux te former. Il y a des formations de grande qualité dans notre pays. Et donc, il faut absolument en profiter. C'est absolument indispensable. Et je suis super agréablement surpris de ton histoire, de tout ce que tu pratiques. Est-ce que tout ça, ça gravite vers un projet clair chez toi? C'est quoi ton objectif? Est-ce que tu te vois quelque part dans quelques années, dans un type de cabinet particulier, ou est-ce que tu te vois dans 10 ans, 5 ans? Ouais, mon projet, professionnel, il est bien mûri. Ça fait, des années que j'y pense, donc moi, je me vois être, médecin de campagne, avec un cabinet ou un centre, à la pointe de la médecine. Enfin, je te le dis comme je le conçois, donc humblement, hein, bien sûr. Bien Donc sûr. avec, un plateau technique, avec, de l'imagerie, donc échographie, radiographie, avec une salle pour faire des interventions, pour prendre des urgences, hem, 1 ou 2 brancards pour, faire initier des traitements comme des perfusions, des choses comme ça et proposer une médecine, polyvalente, c'est le terme. Une médecine polyvalente et à la pointe avec le maximum, d'offres de soins. Donc dans tous les champs de la médecine, en fait, dans toutes les spécialités. C'est comme ça que je me vois travailler et donc je trouve que c'est intéressant. Enfin, la campagne, moi j'adore la campagne, j'adore vivre à la campagne. J'aimerais vivre à la campagne plus tard et donc ça va bien avec mon projet de vie. Et puis, il y a un autre élément, c'est qu'il y a besoin de centres comme ça. Je pense qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'accès aux généralistes, il y a pas d'accès aux spécialistes non plus, encore moins. Et donc du coup, ça serait pertinent, de proposer ce type-là. Il y a de la demande, pour ce genre de projet. J'adore Hichem, je trouve ça fantastique. Hem, en plus, tu vas répondre à un besoin qui est hyper important, c'est le problème démographique, le problème du vieillissement de la population et je pense exactement comme toi. Alors, je suis un peu navré parce qu'en fait, dans ce podcast, c'est moi qui invite les gens et donc je suis souvent d'accord avec eux parce que c'est moi qui choisis de les inviter, parce que je les aime beaucoup et cetera, donc je suis pas trop dans la contradiction et on me le dit souvent. Mais encore une fois, je te remercie beaucoup et je suis complètement aligné avec toi. Je pense qu'en fait, on manque pas forcément de grands spécialistes, mais on manque de médecins généralistes polyvalents qui peuvent un peu tout faire et ça, c'est un incroyable projet que tu as. Il faudrait aussi qu'il y en ait beaucoup qui fassent comme toi parce que tu peux pas tenir ce genre de centre seul. Ça, le nom, ouais, ça c'est sûr. Tu le verrais où? Dans quel, coin de France, ce cabinet? Alors dans le sud de la France plutôt, Ouais, sud-est, hem, sud-ouest? plutôt je sais pas encore. C'est encore D'accord. en projet. Je verrai en fonction des opportunités que j'ai. Moi, j'ai ma famille en région toulousaine et la famille de mon épouse, en région toulousaine. Du coup, ça serait là a priori. Hem, mais je suis pas, fermé à d'autres régions dans le sud de la France, en fait. J'ai pas d'autre attache que ma famille et donc j'irai là où il y a le plus de demandes et là où il y a une opportunité. En tout cas, tes patients auront de la chance de t'avoir, je pense, quand tu seras installé. C'est Et très du gentil. coup, si un jeune médecin, une jeune médecin voudrait suivre ton chemin, par quoi il doit commencer? Par se former, j'imagine? Ouais, complètement. Alors ça serait vraiment une chance de trouver, un mentor comme moi j'ai eu la chance d'avoir, comme le docteur Donati qui vous transmet énormément. C'est, heu, un gain de temps, colossal. Franchement, je sais pas comment je pourrais le remercier pour tout ce qu'il m'a appris en si peu de temps. Mais sinon après il y a les formations classiques, les diplômes universitaires. Moi je commence par l'échographie parce que, comme je te disais dans l'épisode précédent, c'est, quelque chose qui ouvre les portes vers, plein de diagnostics et de thérapeutiques. Quand on commence à faire de l'échographie, on peut commencer à toucher un peu à la cardio, on peut commencer à toucher un petit peu, à la rhumato de manière un peu plus poussée. Voilà, donc l'échographie, je pense que c'est un bon début, ça devrait être indispensable et d'ailleurs, je pense qu'à terme, ça va être de plus en plus intégré dans la formation de base, durant l'internat. Il y a des facs qui commencent à proposer des cours d'échographie, dans le cursus de base et donc je pense que l'échographie, c'est un bon point de départ et d'ailleurs, dans d'autres Mmh. pays, c'est la norme, en fait. Dans notre pays, c'est quelque chose de complètement banal et que tous les praticiens utilisent. Donc l'échographie, c'est pas mal et après sinon de faire en fonction de ses centres d'intérêt. Et ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as beaucoup de formations de grande qualité maintenant d'échographie qui proposent ce genre de choses. Je pense notamment à j'ai aucun lien avec eux, mais je salue, Félix Amiot de EcoFirst qui a monté une boîte
qui proposent des formations de grande qualité et il y en a d'autres dans chaque fac et cetera et je suis tout à fait d'accord. Pour moi, qui a appris l'échographie, c'était un vrai game changer parce qu'en fait, tu pouvais voir l'anatomie et l'anatomie parfois extrêmement fine. Maintenant, tu peux même faire des échographies nerveuses, de regarder les petits nerfs, les fascicules. Tu peux dépister des pathologies nerveuses, des pathologies inflammatoires et cetera et c'est pour moi, ça a été un vrai game changer de voir sous mes yeux l'anatomie. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail parce que il faut se replonger dans les bouquins et cetera. Mais en fait, ça évite de dire tellement de bêtises, de voir physiquement les choses, que vraiment c'est absolument indispensable et c'est un peu de travail effectivement, mais maintenant, il y a des formations comme ça de grande qualité. Je sais que tu es aussi super, intéressé par, l'innovation technologique, tu en parles beaucoup. En quoi l'innovation technologique va permettre à notre spécialité de faire, plus de choses? Est-ce que tu vois comme ça un schéma se décider pour ces prochaines années, peut-être avec l'IA, avec, je sais pas, la délégation de tâches ou que sais-je? Ouais, complètement. Alors, l'innovation technologique, c'est intéressant parce que, ça va vers 2 sens. Le premier, c'est, la performance, donc on est meilleur pour les diagnostics, on a des meilleurs résultats pour la thérapeutique et l'innocuité. Donc on est de moins en moins dangereux, on a de moins en moins d'effets indésirables, on a des traitements qui sont de moins en moins invasifs et qui nécessitent de moins en moins de plateaux techniques et d'interventions lourdes et donc du coup, ça permettra aux médecins généralistes de récupérer, des actes qui étaient jusque-là pas faisables, par contrainte matérielle, mais qu'on va pouvoir faire grâce à l'innovation. Pour donner un exemple qui est un peu similaire, c'est un peu, la même chose avec la révolution en interventionnel en cardiologie où on peut faire des actes interventionnels où on va venir remplacer une valve cardiaque, hem, par, voie, Ta vie par ta vie exactement percutanée en passant par les vaisseaux et sans, chirurgie à cœur ouvert. Alors qu'avant c'était impensable et c'était accessible qu'aux chirurgiens, thoraciques, qui pouvaient faire ce type d'acte et maintenant les cardiologues peuvent le faire. Donc je pense que ça va évoluer dans ce sens-là et que ce soit avec les innovations, en termes de technique et de matériaux, mais aussi avec les grandes révolutions comme l'intelligence artificielle ou qui vont pouvoir sécuriser nos prises en charge. Ça va vachement nous sécuriser sur tout ce qui est imagerie, l'échographie, la dermatoscopie. Ça va ajouter pas mal de confort et de sécurité dans les prises en charge. Ouais et puis ça va nous permettre de faire aussi plus de choses avec, une plus grande sécurité comme tu le dis très bien. OK. Hem, Hichem, avant qu'on termine, j'aimerais te poser, des questions Ouais. et j'aimerais, si tu veux bien, que tu me répondes de façon, très brève, peut-être même par un mot ou une phrase très courte. Est-ce que tu veux bien? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Ah OK. Hichem, est-ce qu'un médecin généraliste est devenu un simple trieur de patients? Oui et non, ça dépend. Alors, il y a des médecins comme docteur Donati, je peux t'assurer que c'est pas des trieurs de patients et il y a certains praticiens malheureusement avec qui je suis passé en stage et c'est complètement ça et moi avant qu'on en parle, je te l'ai jamais dit, hein, j'ai ma petite idée sur ce type de pratique et ça m'a un peu dégoûté de la médecine et moi j'appelle ça des secrétaires médicaux. Parce que, OK, arriver et dire, «Bon, ben vous avez un problème cardiologique, je vous fais un pourrio cardiologue. Vous avez un problème digestif, je vous fais un pourrio chirurgien digestif». Ça, c'est pas de la médecine. Ça relève du ouais. secrétariat médical, n'importe qui peut le faire. Ouais, Oui et non. j'aime bien ton terme. Est-ce qu'un généraliste peut vraiment tout faire? Non. OK. Est-ce qu'un généraliste moderne est moins compétent qu'avant? Heu, alors non, je pense pas. En tout cas, on a moins d'excuses parce qu'on a un accès à l'information et à la formation qui est vachement, simplifié. Maintenant, on peut regarder des vidéos, d'échographie sur YouTube, et se former à l'échographie du foie, très beaucoup plus facilement qu'avant. C'est clair. Est-ce que la médecine générale est devenue trop dépendante des spécialistes? Dans les grandes villes, certainement. À la campagne, c'est un peu différent. Parce qu'on n'a pas le choix, Est-ce parce qu'il y a pas de spécialistes. Pardon. est-ce que la technologie va remplacer certaines compétences de généralistes ou les renforcer? Les 2. Les 2. Il y aura, les médecins qui vont un peu subir, la révolution, un peu comme dans tous les autres secteurs, hein, qui vont subir la révolution de l'intelligence artificielle et qui vont se faire remplacer. Donc typiquement, ceux qui font des renouvellements d'ordonnances avec les IA qui sont plus performantes que nous maintenant pour analyser les traitements et la iatrogénie. Et les autres médecins qui font des actes techniques qui, eux, sont irremplaçables et qui vont bénéficier de l'IA et de l'innovation pour, renforcer leur pratique et pouvoir traiter un plus grand volume de patients. Est-ce qu'il faut toujours choisir la médecine générale? Oui,
bien sûr. Excellent. Je te remercie, Hicham. C'est quoi tes prochains projets, ces prochains mois là? Donc tu es dans ton internat, quelle est la suite? Alors là, je vais au prochain semestre aux urgences dans moins d'un mois. Je OK. vais continuer la formation. Donc là, moi, je fais 2 diplômes universitaires cette année. Tu fais quoi cette Le année comme Je diplôme? fais échographie clinique en médecine polyvalente et médecine morphologique et anti-âge. Ah exact, ouais. La médecine anti-âge, c'est un domaine qui est passionnant, ça peut faire l'objet d'un podcast entier, c'est incroyable, on en reparlera si tu veux et Avec je fais plaisir, ouais. ces 2 DU cette année et après, l'année prochaine, je verrai les DU que je fais en fonction, je pense que je vais continuer sur cette, optique de formation et je vais effectuer les formations en fonction des demandes et des centres d'intérêt. Donc je t'avais parlé Et d'éco-chirurgie, en ouais. rhumatologie, en orthopédie, ça c'est un sujet qui me branche et je pense que je vais m'y mettre. Et tu sais s'il y a des DU, parce que je sais qu'il y en a un, il y a un DU de d'éco-chirurgie, mais qui est réservé aux chirurgiens. Ouais, 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 tout à fait. Bah, c'est ce DU que je vise en particulier. Je vais tenter ma chance. Si on me le refuse, on me le refuse, mais je vais essayer d'y rentrer. Je sais qu'il y a un DU, par exemple, celui de médecine morphologique et anti-âge que je suis en train de faire. Il est réservé aux docteurs thésés et aux docteurs juniors. Et j'ai postulé, et j'ai été pris. Donc, je fonctionne au culot. Donc, Ah mais j'essaierai. Et si j'y arrive pas, je passerai par un autre moyen. Je ferai une formation européenne ou d'autres choses, mais je trouverai une solution. ah ouais, mais j'adore, ouais, c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est si on t'accueille pas par la porte, il faut passer par la fenêtre, quoi. C'est comme ça que ça marche. Faut pousser des portes, faut tirer des blouses. Hichem, je te remercie infiniment. J'ai adoré de faire cet épisode avec toi. Tiens-moi absolument au courant de la suite de ton parcours parce que je pense qu'il va y avoir tellement de choses à se partager tous les 2. Il me tarde de, te suivre, voir, tes nouvelles compétences éclore et puis, regarder ton cabinet du futur, dans ta campagne, toulousaine. Peut-être qu'on aura des choses à faire ensemble. Hem, à travers ton parcours et ta vision du métier, on voit que la médecine générale peut être une spécialité extrêmement riche, polyvalente et exigeante, à condition de continuer à se former, de cultiver cette curiosité qui fait la force de notre discipline. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous inscrire à la newsletter Le Super Récap. Vous recevrez chaque semaine un résumé très pratique des épisodes du podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, à vos confrères, à vos consoeurs, à vos internes. Si cet épisode vous a inspiré, c'est que vous faites déjà partie de ceux qui veulent soigner autrement. Continuez à chercher, à apprendre et à rester libre. Salut Hichem! Salut Mathieu, merci beaucoup.